heureux d'accueillir ici à la Villa Hispanica cette deuxième journée d'études. Je dis deuxième puisque la dernière, ça a été la première, que les professeurs de l'association des professeurs de HEC organisent donc à la Villa Hispanica. Toutes mes excuses, je ne me suis pas présenté. Donc, je m'appelle Philippe Merleau-Morin et je suis professeur à l'Université Lumière-Lyon 2, spécialiste d'art, histoire de l'art et de la littérature espagnole contemporaine. Et donc président de cette association, la Villa Hispanica, qui se situe dans le Beaujolais, dans, comme vous le voyez, une maison ancienne, dite des Pierres Dorées. Ce sont des villages un petit peu classés. Donc, je reviens à mon discours initial. Très heureux d'accueillir ici l'APHEC, l'Association des professeurs de HEC, qui organise depuis 2 ans une journée d'études autour de votre culture générale, de la thématique de la culture générale qui vous est proposée pour 1 an. L'an dernier, c'était « aimer », un très beau verbe, et cette année, c'est « le monde », un très gros mot. Donc, très heureux d'accueillir donc son président, d'accueillir une partie du staff de direction pour cette formation en hybride. Alors, très heureux aussi parce que c'est une collaboration entre les universitaires et les professeurs dits du secondaire ou professeurs de CPGE, de classe préparatoire aux grandes écoles, puisque souvent on essaie de nous dissocier, et pas du tout. On est très content de travailler depuis plusieurs années ensemble et de travailler sur des thématiques qui nous intéressent tous. Et là, notamment pour aujourd'hui, pour toute cette journée, sur le monde. Très heureux aussi puisque vous êtes un HEC et vous êtes de futures personnes qui allaient dominer le commerce mondial. C'est très très bien. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que, j'en parlais donc avec votre président et vos professeurs ici présents, les formateurs, vous avez 2/3 de vos coefficients qui sont en sciences humaines. N'oubliez surtout pas que vous êtes avant tout des humains et que vous allez travailler sur des humains. Voilà, c'est tout simplement ce que je voulais vous dire par la suite. Donc, pensez toujours à cela. Merci beaucoup. Bienvenue donc à la PHEC et donc très bonne journée. Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, ravi de vous accueillir en visio dans cette magnifique demeure qui est la Villa Hispanica de Cogny, au cœur du Beaujolais. Une région magnifique, vallonnée. Il y a un petit peu de soleil ce matin, donc toutes les conditions sont réunies pour le bon déroulement de cette journée. Donc, nous sommes particulièrement ravis de pouvoir, pour la seconde fois, organiser cette journée d'hybridation parce qu'elle correspond véritablement à l'esprit de la classe préparatoire aux grandes écoles. C'est-à-dire que l'époque des silos est derrière nous. On ne fait pas de la géopolitique pour de la géopolitique, des langues pour des langues ou de la philosophie pour de la philosophie. Mais nous essayons de donner à vous, chers étudiants, et je pense que mes collègues seront d'accord, des compétences transversales, des clés de lecture du monde contemporain, des clés de décodage de la complexité de ce monde. Et pour embrasser cette complexité, eh bien, il faut de la philosophie, des langues vivantes, de la civilisation, de la littérature, de la géopolitique, de l'histoire, etc. Et donc, c'est tout le sens de cette journée, montrer que nos disciplines ne sont pas cloisonnées, qu'elles participent à une œuvre commune, à une ambition commune, qui est de faire de nos étudiants des citoyens, acteurs critiques du monde contemporain, du monde de demain. Donc, bienvenue à tous. J'espère que vous serez intéressés par les diverses contributions programmées durant cette journée. Bonne journée donc. Merci. Et nous allons commencer donc par la conférence à 2 voix de Frédéric Pétéché et Véronique Bonnet sur une conférence en culture générale qui hybride les lettres et la philosophie. Bien, donc Véronique Bonnet et moi-même, nous vous proposons ce matin de nous interroger autour d'une question qui est celle de savoir si le monde est fait de nos regards à travers 3 temps où nous alternerons nos voix. Le premier temps sur les songes, le deuxième temps sur les voyages et le troisième temps sur les œuvres. Alors pour ma part, je vous propose de ne pas réveiller le jeune homme pâle,
que vous voyez peut-être dans le tableau de Pereda, qui s'appelle El sueño del caballero, le songe du chevalier. Je vous propose de ne pas le réveiller parce qu'il est assoupi sur un fond de ténèbres entouré d'une multitude de symboles qui peuplent traditionnellement ces tableaux que l'on nomme vanité et que Pereda donc représente en 1650. On va laisser l'ange, qui signifie messager en grec, veiller sur ses songes alors qu'il semble nous inviter en déployant une bannière sous son aile gauche et à droite d'une horloge, qui nous invite à nous souvenir que aeterne pungit, quito volat et occidit, c'est écrit en latin, donc qui pique éternellement, s'envole prestement et tue. Il nous invite à songer surtout que nos vies et le monde qui les porte sont fugaces et que, comme les songes, elles rendent parfois floues les frontières entre le réel et le rêve, les ombres silencieuses aux silhouettes baroques qui dessinent les contours mouvants, cinétiques, du monde offert à nos savoirs, à nos expériences et à nos regards. C'est en effet sous le signe du regard que nous nous proposons, Véronique et moi, d'explorer le monde en croisant nos regards et nos influences constitutives, littéraires et philosophiques. Les choix que nous avons faits des œuvres sur lesquelles nous nous sommes penchés pourront paraître pour beaucoup baroques, et c'est évidemment à dessein, car en littérature et en philosophie, c'est souvent moins le motif apparent que le fil invisible qui permet de s'y retrouver au moins un peu dans le labyrinthe du monde. Je laisserai à Véronique le soin de nous faire traverser de ces lumières la camera oscura, la chambre obscure au fond de laquelle se tendent des ombres errantes, comme chez Pereda, la toile sur laquelle se projettent nos vies. Mais pour l'heure, je vous invite à croiser deux autres histoires de songes, celui de Sigismond, dans La vie est un songe, une pièce que Calderon écrit en 1635, soit 15 ans avant que Pereda ne peigne le songe du chevalier, et celui de Madame d'Oeiras, dans le roman de Pascal Quignard, La frontière, paru en 1992, dont l'intrigue s'ancre dans le palais lisboète de Frontera, dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Qu'y a-t-il de commun entre ces deux œuvres, hormis le fait qu'elles se déroulent au XVIIe siècle, dans la péninsule ibérique, et qu'un songe soit au cœur de ce qui a généré l'œuvre? Entre l'histoire d'un héritier légitime, Sigismond, que son père Basilio le roi a enfermé dans une tour pour que son fils ne se transforme pas en tyran, car il est de nature violente et brutale, mais qui pour un jour va se retrouver sur le trône afin de tester sa nature véritable, quitte à l'enfermer à nouveau si cela devait se passer mal, et cela se passera mal, en lui faisant croire que ce qu'il avait vécu n'était qu'un songe, avant que Sigismond ne se révolte contre son père, qui finit par restaurer son fils dans ses droits. Et puis de l'autre côté, un récit, celui de Quignard, celui d'une double vengeance, qui va mener une femme, Madame d'Oeiras, à émasculer son amant afin de se suicider, pour avoir reçu en rêve la visite de son défunt époux, qui lui révèle que c'est ce même amant, Monsieur de Jaume, qui l'a tué en maquillant le meurtre par un accident de chasse au sanglier. Eh bien, un des points de convergence de ces deux œuvres est sans doute qu'elles proposent de regarder le monde comme une réalité baroque. Dans un ouvrage paru en 2002 aux éditions Galilée, Catherine Bussy-Glucksmann condense dans son titre ce qui pourrait être une sorte d'axiome de l'esthétique baroque, la folie de voir, qui est celle notamment de l'œuvre Dans les Azuleros du Palais Frontera, dont José Meco, en postface du texte de Quignard aux éditions Chandaigne, dit qu'il s'agit de l'illustration la plus remarquable de l'éclosion du baroque portugais, avant de conclure sa note historique en précisant qu'en ce lieu, on peut voir un monde infini, fantastique, bouleversé, et dans lequel quelques humains semblent égarés dans ce bestiaire sans queue ni tête. Ce monde étrange est magnifiquement illustré par certains personnages hybrides ou encore des regards complices et des sourires nonchalants peints sur des visages exotiques, les masques et les mascarons qui captent le promeneur et l'invitent à se plonger dans un monde onirique. Cette plongée est doublée par le texte de Quignard lui-même, puisque les azuleros existent vraiment, qui joue l'anamorphose des azuleros du jardin, non seulement en projetant dans le récit l'histoire que racontent les petits carreaux bleus du jardin, mais aussi en créant dans le texte une tension propre au baroque qui joue sur une énigme, à travers elle sur ce qui est visible et invisible.
L'énigme, au cœur de la dynamique baroque, selon Quignard, est bien sûr de la double histoire de vengeance. Monsieur de Jaume tue Monsieur d'Oeiras pour devenir l'amant de Madame d'Oeiras, faisant croire à un accident de chasse. Madame d'Oeiras, après avoir excité le désir de Monsieur de Jaume en lui promettant de lui dévoiler le tatouage qu'elle a accepté de se faire sur le pubis, sur demande empressée de Monsieur de Jaume, l'émascule et l'étouffe en lui plaçant dans la bouche ses testicules tranchés. Sexe et effroi sont au rendez-vous, Éros et Thanatos, vérité et mensonge, dévoilement et secret, ombre et lumière, tels sont les ingrédients baroques d'un monde bouleversé. Mais une autre énigme plane sur le récit, celle du double tatouage, celui de Monsieur de Jaume sur son sexe, et qui, disons-le ainsi, se révèle tout à fait quand il est saisi par le désir, et celui de Madame d'Oeiras, qui accepte de se faire elle aussi en exact miroir de celui de son amant, un tatouage pour qu'au moment de l'étreinte, les deux tatouages finissent par se superposer comme à l'origine du monde. Or, le tatouage de Madame d'Oeiras manque au récit, demeure énigmatique et fait ainsi vaciller la certitude que la réalité puisse apparaître à qui la désire. Si le monde est le réel qui me tient et que je peux éprouver par ma connaissance et mon expérience, force est de constater que par la fiction, non seulement l'apparition du réel, c'est-à-dire le tatouage, peut rimer avec son anéantissement, l'émasculation, mais encore et de ce fait que si le monde est fait de mon regard, voir étant folie, c'est le monde même qui s'en trouve menacé. Et ce d'autant plus quand les frontières entre songe et réalité sont déformées, les deux mondes, monde réel et monde onirique, projetant l'un dans l'autre des ombres errantes. Alors, il m'est évidemment impossible de relever tous les éléments constitutifs de ce brouillage des frontières dans le court texte de Quignard. Je me contente d'en relever deux. Le premier consiste à ce que le songe et le monde des morts, Monsieur d'Oeiras est mort, viennent instruire le monde des vivants de la réalité et agissent de ce fait sur le monde réel. C'est une dynamique que l'on retrouve assez souvent chez Quignard, lorsque l'on songe par exemple dans tous les matins du monde au fait que Madame de Sainte-Colombe, qui est morte, vienne parler à son époux. Le second exemple de brouillage des frontières est tout entier contenu au cœur de l'ordre narratif dans l'épisode de la chasse, un épisode central qui fracture le récit en deux en brouillant les frontières entre l'humain et l'inhumain, entre la culture et la nature, selon une dynamique de prédation. En effet, Oeiras chasse le sanglier, mais Jaume attaque Oeiras au moment où celui-ci est sur le point d'attraper le sanglier. Oeiras devient ainsi une proie pour le sanglier solitaire qui, excité par Jaume, se rue sur Oeiras qu'il transperce de ses défenses. L'homme devient dès lors la proie de l'animal. Oeiras retourne pourtant la situation à son avantage en réussissant, bien que très blessé, à transpercer le sanglier, mais Jaume s'approche d'Oeiras, qui s'accroche à une touffe d'osier qui le retient à la rive, coupe l'osier et Oeiras est emporté dans le flot de la rivière où il se noie. L'épisode fait ainsi de la chasse une frontière poreuse, où le monde humain et le monde animal, tous deux mus par l'instinct de prédation, peuvent se superposer en jouant de tension et de renversement, et où la réalité elle-même peut vaciller, car Jaume devra modifier la réalité pour que le prédateur sauvage qu'il était devenu contre l'homme redevienne un homme aux yeux de Madame d'Oeiras, qui, de ce fait, devient dans la réalité sa nouvelle victime. Ce brouillage des frontières entre le monde est également et évidemment à l'œuvre dans La vie est un songe de Calderon. Il l'est totalement, car il n'est pas certain, et on peut même douter, que lorsque le rideau se baisse et qu'applaudissent dans la salle les spectateurs de la pièce de Calderon, l'angoisse des ombres et de l'illusion se soit dissipée à la lumière revenue dans la salle. Chez Descartes, qui fait paraître ses méditations métaphysiques 6 ans après la pièce de Calderon, le doute n'est qu'une étape, mais nécessaire avant le retour méthodique à la certitude de la pensée rationnelle éclairante et, à travers elle, du monde tel qu'il est en pleine lumière. On se souvient notamment de l'expérience du songe que Descartes relate dans sa première méditation.
Combien de fois m'est-il arrivé de songer la nuit que j'étais en ce lieu et que j'étais habillé, dit-il, que j'étais auprès du feu, quoique je fusse tout nu dans mon lit. Mais en y pensant soigneusement, je me souviens d'avoir souvent été trompé en dormant par de semblables illusions. Et en m'arrêtant sur cette pensée, je vois si manifestement qu'il n'y a pas d'indice certain par où je puisse distinguer la veille d'avec le sommeil, que je suis tout étonné et que mon étonnement est tel qu'il est presque capable de me persuader que je dors. Et précisément chez Calderon, le doute recouvre le monde du nombre d'incertitudes qui semblent impossibles à lever. Loin de se dissiper, l'illusion s'installe et désormais toute réalité devient illusoire. À la fin de la deuxième journée, on lit ainsi : « Nous sommes dans un monde si étrange que vivre, ce n'est que rêver, et que l'expérience m'enseigne que l'homme qui vit rêve ce qu'il est, jusqu'au moment où il s'éveille. Dans ce monde, en conclusion, chacun rêve ce qu'il est, sans que personne ne s'en rende compte. Qu'est-ce que la vie ? Demande Sigismond. Une fureur. Qu'est-ce que la vie ? Une illusion, une ombre, une fiction. Et le plus grand bien est peu de choses, car toute la vie est un songe, et les songes même ne sont que des songes. Tout ainsi apparaît dans le monde en trompe-l'œil, que le baroque a su élever au rang d'art. Ce que l'on voit du monde, est-ce bien la réalité du monde ? Ne dois-je pas sans cesse douter de ce que je vois ? C'est sans doute pour contrer l'ère du doute généralisé, qui deviendra l'ère du soupçon un peu plus tard chez Nathalie Sarraute, au cœur du monde, que Sigismond va tester la réalité du monde en se livrant sur les autres à des expériences. L'expérience tourne court car Sigismond se montre violent jusqu'à défenestrer un de ses domestiques, jusqu'à s'apprêter à tuer Clotaldo. Ce que cherche ainsi à voir Sigismond, et en voyant à savoir, puis en saisissant, en touchant autrui à saisir, c'est-à-dire à comprendre, c'est s'il rêve ou non. Et c'est précisément parce que les frontières entre le songe et le réel sont poreuses que Sigismond ne cesse de tester la réalité du monde par la violence de ses actes. Or, l'illusion, la perception tronquée ou déformée de ce que l'on voit du monde, finit par se propager sur tout l'espace scénique, jusqu'à contaminer les autres personnages. Rosaura, en se travestissant en homme, trompe la perception que les autres ont d'elle, à commencer par son propre père, Clotaldo. Clarine est envahie par des cauchemars qui emplissent sa pauvre caboche de 1000 flutiaux, de trompettes et de menteries, de processions, de croix, de flagellants, dit-elle. La confusion règne donc sur scène, qui devient un miroir d'un monde d'illusions, et les apparences virent à la folie, où le monde se fait labyrinthe confus, au vers 975, où la raison ne peut trouver le fil. Démesure, orgueil, hubris, disent les Grecs, mène ainsi Rosaura, dans sa longue tirade de la scène 3, de la troisième journée, à se déclarer folle, livrée à toute la confusion de l'enfer. La folie à laquelle le monde est désormais livré est l'autre image du chaos qui renverse l'ordre du monde, qui est à l'origine l'ordre chrétien que Basilio a perturbé en faisant des astres une lecture fausse, en croyant lire dans le ciel le grand livre du monde, quand ce grand livre est celui que Dieu a écrit, dont les voies sont impénétrables. Mais désormais, tout n'est plus que tumulte, ce même tumulte qui se fait entendre au cœur du siècle d'or, dans des allers-retours entre le catholicisme, dans le catholicisme qui hante l'œuvre de Calderon, entre ancien et nouveau monde, dont nous parlera Sacha Voignier. Mais désormais, tout n'est plus que tumulte, donc, dit Estrella à Basilio dans la troisième journée, qui va éclater, se propager d'un parti à l'autre, envahir et diviser les rues et les places. La réalité du monde baroque, s'il en est chez Calderon, comme dans la fiction de Quignard, n'est jamais loin, paradoxalement, du chaos universel qui conduit irrémédiablement à une dévalorisation du monde comme construction, pour exposer presque de façon obscène, parce que livré aux yeux de tous, monstrueusement, des bouleversements qui sont tout à la fois politiques, bien sûr, mais qui touchent encore aux valeurs condensées, fondées sur une société, mais aussi qui renversent les identités, où le vrai et le faux se jouent l'un de l'autre et s'incarnent,
plus particulièrement dans le personnage de Sigismond, qui vit sur scène, aux yeux de tous, sous nos yeux, un conflit intérieur qui ne manque pas d'interroger, de nous interroger. Comme le théâtre et le roman, le cinéma nous fait ressentir la fragilité des frontières entre monde intérieur et monde extérieur. La réflexion que vient d'ouvrir Frédéric consiste, comme vous l'avez compris, à interroger la notion de monde à partir de 3 entrées: songe, voyage, œuvre. Le songe n'est-il que la transgression des frontières du monde, ou faut-il voir en lui une part de la constitution du monde comme monde? Le sémiologue Roland Barthes et le cinéaste argentin Lisandro Alonso vont me permettre d'évoquer le songe qui déconnecte en apparence du monde, mais peut-être pour le constituer autrement. Roland Barthes, dans un article intitulé « En sortant du cinéma », évoque l'état second, proche de l'hypnose, dans lequel la lanterne magique du cinéma, focale rendue puissante par la salle obscure du cinéma, caméra oscura, plonge le spectateur. En effet, cette focalisation désancre le regard et la persistance rétinienne et psychique qu'elle induit génère, à la suite du dépaysement occasionné par la fiction, un décollage. Dans ce cube opaque, une lumière. Le film, l'écran, oui bien sûr, mais aussi, mais surtout, visible et inaperçu, ce cône dansant qui troue le noir à la façon d'un rayon de laser. Ce rayon se monnaie selon la rotation de ses particules en figures changeantes. Nous tournons notre visage vers la monnaie d'une vibration brillante, dont le jet impétueux rase notre crâne, effleure de dos, de biais, une chevelure, un visage. Comme dans les vieilles expériences d'hypnotisme, nous sommes fascinés, sans le voir en face, par ce lien brillant, immobile et dansant. Tout se passe comme si une longue tige de lumière venait découper une serrure et que nous regardions tous sidérés par ce trou. Alors pourquoi hypnose? Pourquoi au cinéma avons-nous la tête ailleurs, la tête à l'envers? Telle est la plage étroite, du moins, pour le sujet qui parle ici, où se joue la sidération filmique, l'hypnose cinématographique. Il me faut être dans l'histoire, le vraisemblable le requiert, mais il me faut aussi être ailleurs. Un imaginaire légèrement décollé, voilà ce que tel un fétichiste scrupuleux, conscient, organisé, en un mot difficile, j'exige du film et de la situation où je vais les chercher. Alors certes, lorsqu'on lit ce texte de Barthes, on pourrait penser à une fascination qui résulterait de la magie filmique des voyages au cinéma. Mais sa proposition va plus loin, puisqu'elle évoque la fascination de la scission entre monde extérieur et monde intérieur. Ce ne serait plus le monde extérieur choisi et montré, qui serait fascinant au cinéma, mais l'écart entre le monde en dehors de moi et le monde en moi. Et là, le spectateur se trouve dédoublé. Il est déchiré entre deux corps, comme le formule Roland Barthes, que je lis maintenant. Mais il y a une autre manière d'aller au cinéma, en s'y laissant fasciner 2 fois, par l'image et ses entours, comme si j'avais 2 corps en même temps. Un corps narcissique qui regarde, perdu dans le miroir proche,
et un corps pervers, prêt à fétichiser, non l'image, mais précisément ce qui l'excède. Le grain du son, la salle, le noir, la masse obscure des autres corps, les raies de lumière, l'entrée, la sortie, bref, pour dispenser, décoller, je complique une relation par une situation. Ce dont je ne serais pas capable de prendre mes distances à l'égard de l'image, voilà en fin de compte ce qui me fascine. Je suis hypnotisée par une distance, et cette distance n'est pas critique, intellectuelle, c'est, si l'on peut dire, une distance amoureuse. Y aurait-il au cinéma même, et en prenant ce mot dans son profil étymologique, une jouissance possible de la discrétion? En effet, le cinéma, transport en commun, pourrait faire prendre la tangente, accueillir l'écart entre monde du dehors et monde du dedans. Filmer un cinéma où rien ne semble se passer amène à reconfigurer ce qui se joue au-dedans de moi. Lisandro Alonso, cinéaste argentin, dans son film Fantasma, alors qui est un moyen métrage de 2006, met en scène l'acteur principal de son second film, Los Muertos, qui attend dans un cinéma la projection de ce film, pendant que l'acteur principal du premier film d'Alonso, La Libertad, se perd dans les coulisses du cinéma. Où sont les frontières du réel et du rêve? Le cinéma contemplatif de Lisandro Alonso a-t-il pour objectif, pour reprendre l'analyse de Barthes, d'établir une déconnexion entre monde en moi et monde hors de moi? Se confronter à ce film, bref, et fort déconcertant, qui n'hésite pas à recourir à un très long écran noir, c'est faire l'expérience d'un déplacement. C'est s'installer dans un état second, puisque Lisandro Alonso filme le regard de personnes désorientées, en proie à une appréhension difficile de ce qu'elles découvrent. L'auteur nous place dans la posture de regarder un personnage qui regarde un film dans lequel il est acteur, et de regarder un personnage qui ne parvient pas à trouver la salle de projection. Comme l'écrit le critique Martin Arva dans son article Cinéma de l'autre monde, irruption du réel dans Fantasma de Lisandro Alonso, nous sommes témoins d'un nomadisme, un mouvement constant dont le but reste flou. Un personnage essaie d'en retrouver un autre. Il découvre le bâtiment du cinéma. Il s'interroge sur la fonction de chaque salle, meuble ou objet. Le spectateur suit les traces de ces figures énigmatiques. Effréné par la lenteur de la narration, il s'impose les mêmes activités. Il observe les tas de feuilles dans le bureau, les assiettes propres dans la cuisine, les portes des différents ascenseurs, les escaliers, les matériaux de la façade du bâtiment ou les lumières. Cependant, son enquête est inutile. Les objets ne dévoilent pas d'indices qui puissent éclaircir l'intrigue. Et la progression narrative ne fonctionne plus comme moteur du film. Par cette démarche, Fantasma met en évidence comment un environnement bien connu des spectateurs, un cinéma, peut se montrer exotique et indéchiffrable, ce qui renforce l'hypothèse d'une hétérogénéité du monde du fait de la multiplicité des contextes qui nous amènent à le regarder. Quel désir, quel songe amène-t-il tel ou tel à se focaliser
sur une dimension du monde. Jauja, long métrage de 2014 de Lisandro Alonso, dont le titre pourrait être traduit par Pays de cocagne ou Byzance, suggère que les cheminements des hommes dans le monde sont en proie aux vanités ou aux songes creux, comme le manifestent ses protagonistes hallucinés. Jauja dessine sur l'écran une errance sans repère dans la Patagonie désertique du XIXe siècle. L'armée argentine vise alors à exterminer les Indiens autochtones qu'elle nomme, pour les déshumaniser, les têtes de coco pour s'approprier leurs terres. Road movie paradoxal donc. Pampa, puisqu'il n'y a pas de route. Parfois d'ailleurs, ce film est appelé western, du fait de nombreuses analogies avec La prisonnière du désert de John Ford. Quelle intrigue? De quoi s'agit-il? Un père, ingénieur danois venu pour rejoindre l'armée, tente, dans cette dimension sauvage du monde, de retrouver sa fille qui s'est enfuie à cheval avec un aide de camp dont elle est tombée amoureuse. Après une quête déconcertante, initiatique et magique, le père rencontre une Pity qui déclare « La petite fille en moi rêve de chiens et d'hommes sauvages ». Et on voit alors une ado danoise, la jeune fille du film, Ingeborg, qui se réveille, non plus en Patagonie, mais au Danemark, non plus au XIXe siècle, mais de nos jours. Elle met ses baskets et traverse la pelouse impeccable. Le monde se visite par d'autres voies que la route. On peut aller vers lui pour le définir et l'utiliser. On peut aussi être visité par lui. Dans le film de Lisandro Alonso, la beauté plastique des images transcende la cohérence spatio-temporelle, amène le spectateur à une contemplation qui décolle de l'intrigue du film. Alors, décollons de l'intrigue, comme nous y invite Véronique. Prenons de la hauteur comme Icare qui s'envole du labyrinthe tout en méditant la leçon de sa chute. À vouloir séparer les mondes et s'exiler de l'un pour exister dans l'autre, la ruine nous guette, quand nous sommes pris de vertige de nos illusions et de la perte de nos repères, de la perte de sens. Le monde réel n'offre peut-être pas de frontières moins courbes que celle du monde, que celle du songe. Et de fait, chez Calderon comme chez Quignard, le retour au réel ne garantit en rien la dissipation de l'illusion. Et tout semble conclure dans ces allers-retours hors du monde et dans le monde, dans ces voyages incessants à la vanité du monde. Dans La Frontière, il n'est guère de monde réel pour les habitants du palais que le jardin du comte, orné des azulejos qui font partie intégrante de l'affection de Quignard. Mais un jardin est-il un lieu réel? Le jardin est-il une réalité du monde? En effet, le jardin où se déroule l'action n'est pas dans Lisbonne même, c'est-à-dire qu'il est à l'écart du monde social, en périphérie du monde, et à ce titre, il représente une forme de frontière entre le civilisé et le sauvage, d'autant plus qu'il n'est pas véritablement fermé, qu'il n'est pas clos, et donc qu'il n'est pas étanchement protégé de la sauvagerie naturelle. Sans être hors du monde, le jardin n'est pas non plus dans le monde. Il est à la lisière, au seuil, et en ce sens, il échappe en partie à sa fonction, en se faisant perméable à la sauvagerie du monde, à l'ordre du sauvage qui, chez Quignard, est synonyme de l'état primordial du monde où s'exprime le désir, y compris sexuel, dans sa nature première qui est toujours violente. C'est d'ailleurs dans ce jardin que Jaume verra naître en lui un désir dont il ne parviendra pas à se défaire pour la future Madame d'Oeiras, alors que cette dernière est en train de déféquer derrière un buisson. La réalité de ce jardin, comme frontière, fait de ce jardin un microcosme, mais comme tout microcosme, il est une concentration instable d'éléments épars, toujours menacés de dispersion, un monde du fragmentaire qui emprunte au monde naturel ses éléments constitutifs,
pour en extraire l'essence, leur mystère, les principes élémentaires, les mouvements, la vie, et qui empruntent aussi au monde civilisé les azuleros, les statues qui ornent le jardin. Le jardin se présente ainsi comme un morceau du monde, un morceau de la vie du monde, un paradis en somme, un enclos, mais sans connotation religieuse chez Quignard, où se concentre ce qui reste du paradis, ce qu'on en rêve, ce qu'on en désire, ce qui exprime sans doute que Jaume demandera à Madame d'Oeiras de se raser le pubis, comme sur les statues du jardin du comte de Mascarenhas, pour se faire tatouer un motif, comme le sont les azuleros, et ainsi s'inscrire avec la violence du désir sexuel dans l'ordre du monde que le jardin met en œuvre. La violence est également à l'œuvre dans le drame de Calderon, où triomphent notamment dans la deuxième journée les pulsions primordiales, mais aussi le caractère fugitif, éphémère de la réalité, dont l'évocation pourrait tout aussi bien convenir au jardin de la Frontera. Ainsi, Sigismond, à la scène 1 de la troisième journée, s'exprime ainsi: « Je ne veux point de ces illusions qui tombent au premier souffle, semblables à la fleur délicate de l'amandier, que le plus léger souffle emporte au loin, et qui laisse alors tristement dépouiller les branches dont ces couleurs charmantes faisaient le gracieux ornement. » Et à la scène 3, dont le monologue qui suit celui de Rosaura, « Je suis désormais convaincu que le désir n'est chez l'homme qu'une flamme brillante qui convertit en cendre tout ce qu'elle a touché, poussière légère qui se dissipe au moindre vent. » Or, ces évocations, que l'on retrouve dans la troisième journée après le chaos et la folie de la deuxième journée, alors que l'ordre revient, ne disent pas pour autant la réalité du monde. Car l'ordre du monde, dont a pris conscience Sigismond, dont il nous invite à prendre conscience, consiste précisément en l'illusion comme principe vital du monde. Nous habitons, dit-il, un monde si étrange que la vie n'est rien d'autre que le songe, sueño, c'est-à-dire tout à la fois le songe et le sommeil, ce qui implique que le réveil de ce songe ne peut être que la mort. Telle est la vérité du monde, qui n'est que vanité, et nous laisserons à Philippe Merleau le soin d'en décrypter les motifs, qui n'est que le théâtre, theatrum mundi, la vie est un songe éveillé, qui fait de nous des êtres animés, frappés de mort, des squelettes vivants, dit Sigismond, attendant le réveil dans la mort qui ouvre sur un autre monde où se joue la vérité ontologique de la vraie vie auprès de Dieu qui, il faut l'avouer, est dans la pièce de Calderon d'un silence assourdissant. Or, cette vérité ne s'acquiert que par le va-et-vient, le voyage qu'est la vie et que va mener Sigismond de la tour où il est enfermé, prison obscure, lieu de ténèbres, à la cour, lieu d'éclat, de lumière. Et c'est précisément cette lumière rayonnante qui frappera Sigismond lorsqu'il sera conduit à la cour, avant d'être reconduit à la tour, après ses accès de violence. Ces va-et-vient de la tour à la cour, puis de la cour à la tour, avant de revenir à la cour, n'est pas seulement constitutif d'un mouvement baroque ondoyant et incertain. Il pose, selon Didier Souillet, dans Calderon et le grand théâtre du monde, la question de l'ontologie perdue. Et à ce titre, le va-et-vient de la tour à la cour participe de la disparition et de la réapparition de l'ontologie qui emprunte à la fois à la tradition philosophique et à la logique judéo-chrétienne. Tradition philosophique pour commencer, car la tour est d'emblée présentée après une référence à la montagne de Sisyphe. L'architecture est si grossière, dit Rosaura, copiée de ces amas de roches qui offusquent la lumière du soleil, on dirait un bloc qui a roulé du sommet de la montagne. Elle apparaît donc comme une prison obscure, une sombre prison, dira un peu plus loin Rosaura, sépulture d'un vivant cadavre. Et pour ajouter à mon épouvante, je vois là coucher un homme vêtu d'une peau de bête chargé de fer et n'ayant pour seule compagnie qu'un flambeau. Chacun aura à l'esprit dans cette évocation les étranges prisonniers dont Platon fait mention à l'ouverture du livre 7 de la République, dans l'allégorie de la caverne, remarquant ces hommes qui sont, je cite, depuis leur enfance, les jambes et le corps pris dans des chaînes. Exactement comme dans l'allégorie de la caverne, le monde de Sigismond a quelque chose d'infernal, tient de l'univers carcéral, avec cependant des variations offertes par Calderon au mythe platonicien en le colorant des ambivalences baroques.
Le monde souterrain de la caverne se mue en une tour élevée, mais qui garde un rapport avec les enfers puisqu'elle est associée au rocher qui pousse Sisyphe aux enfers. Or, c'est en s'extirpant de ce tombeau que le philosophe accède à la lumière des idées et, de ce fait, le tombeau se fait berceau, comme il le sera pour Sigismond, qui accédera à la lumière de la cour en quittant la tour, pour y revenir, certes, puis en ressortir à nouveau, avec une sagesse qui, en revanche, tranche avec celle de Platon. La cour, le monde de la lumière, ne diffère guère du monde des enfers. La cour est une autre prison avec ses illusions. Pourtant, ce que Sigismond apprend est essentiel. Ce que je vois du monde, quel que soit le monde, peut me tromper. C'est du moins le prisme par lequel Sigismond appréhende la réalité du nouveau monde, celui de la cour. Toute réalité, à ses yeux, est une ombre. Il ne nie pas le fait que le monde de la cour soit réel, mais son expérience du monde lui apprend qu'à n'importe quel moment, ce que je prends du monde pour une réalité peut se renverser en illusion. Est-ce à dire que le monde n'est qu'un mur sur lequel se projettent des ombres trompeuses? Sans doute pas, sans quoi Sigismond ne serait pas parti à la conquête du monde de la cour. Mais il est à parier qu'il comprend, avant Pascal, que la vie est un songe, un peu moins inconstant, que le monde, donc, peut être pure illusion et qu'il est l'image du jardin de Quignard habité de possibles illusions. L'autre tradition, à côté de la tradition philosophique, c'est la tradition judéo-chrétienne, car les armes que prend Sigismond pour rétablir l'ordre de la monarchie peuvent très bien être vues comme les outils de reconquête du monde céleste afin de lutter contre les idoles et le désordre que font régner sur le monde ceux qui croient lire dans les astres ce que Dieu a décidé de faire. Une façon de se mettre en conformité avec l'Ancien Testament, d'un côté, qui met en garde contre l'empire des apparences et le risque du nihilisme, et de l'autre, avec le Nouveau Testament, qui, par l'incarnation, permet à chaque homme de prétendre à une ontologie pleine et entière. Mais avant cette meilleure possession de soi par la compréhension du fait que le monde est un théâtre d'ombre, il aura fallu passer les frontières, quitter les illusions pour se confronter à la réalité, s'élever du labyrinthe et plonger comme Icare vers les dures réalités, comprendre que le monde est pour la condition humaine le berceau et la tombe, caverne qui voit naître et qui voit mourir. Comprendre qu'il n'y a qu'une façon de vivre, sans cesse se dire que tout ce qui nous entoure, qui nous contient et auquel nous avons accès, le monde en somme, n'est peut-être qu'un songe où il faut savoir pour autant saisir, parmi les ombres, les éclats de nos jeux d'acteurs, dans un monde tout autant que sur une scène de théâtre ou qu'un écran de cinéma, comme les fous de Macbeth en 1605, à la scène 5 de l'acte 5, qui s'agitent et paradent sur le chemin de l'ultime poussière, tenter comme eux le voyage dans le monde et le récit de ce voyage, projeté sur le grand écran, quand bien même ce récit, plein de bruit et de fureur, n'a pas de sens. Voyage donc. En effet, jusqu'ici, nous avons dit des frontières du monde et des rapports entre parties du monde qu'elles étaient baroques, courbes, fantasmées. Pascal, déjà évoqué par Frédéric, établit une analogie entre le songe et le voyage dans les pensées en l'Affuma 803. Mais parce que les songes sont tous différents et que l'un même se diversifie, ce qu'on y voit affecte bien moins que ce qu'on voit en veillant à cause de la continuité qui n'est pourtant pas si continue et égale qu'elle ne change aussi, mais moins brusquement, si ce n'est rarement, comme quand on voyage, et alors on dit « il me semble que je rêve », car la vie est un songe un peu moins inconstant. En quoi voyager dans le monde fait-il, comme le songe, vaciller les frontières du réel et de l'imaginaire? En quoi une fiction baroque permet-elle de dénoncer la dimension sordide des mythes et des faux-semblants symboliques? Nous avons évoqué la révolution intérieure, l'état d'hypnose
provoquée par la caméra oscura de la séance de cinéma. Lorsque le cinéma évoque les effets des voyages sur la perception du monde, que dit-il? En quoi voyager dans le monde fait-il, comme le songe, vaciller les frontières? En quoi une fiction baroque permet-elle de nous poser la question « Où suis-je? Où en suis-je » Évoquons 2 road movies de la sphère hispanique. El Viaje de Fernando Solanas, cinéaste argentin, et La Jaula de Oro de Diego Quemada Díez, cinéaste mexicain. Fernando Solanas, dans El Viaje, le voyage, de 1992, nous fait partager la quête d'un père par son fils, de la Terre de Feu à Valparaiso, trajet tissé de désarroi climatique et politique qui opère la progression inverse de la colonisation. Argentine, Chili, Pérou, Brésil, Mexique. 500 ans après la découverte du Nouveau Monde. Ce film a été perçu comme une réponse de l'Amérique latine, du Nouveau Monde, à l'Ancien Monde. L'auteur avait ainsi énoncé le projet du film. Depuis mon exil à Paris, je porte en moi cette idée d'un colossal tableau cubiste qui embrasserait le baroque et le gigantisme de l'Amérique latine. Cet opposant à Carlos Menem avait subi un attentat, rafale dans les jambes, alors qu'il procédait au montage de El Viaje, après avoir ainsi caractérisé la situation de son pays dans un quotidien de Buenos Aires. Un conte fantastique où l'on voit un pays submergé par les eaux fétides qui vont jusqu'à le transformer en un grand cloaque, habité par de nouvelles espèces de grenouilles et de têtards. Pour montrer le pillage des ressources, l'exploitation des humains dans les mines d'or et de charbon, l'oppression culturelle des Indiens, le mépris des dictateurs pour leur peuple, Solanas fait intervenir le dépaysement au sens propre. 5 pays parcourus dans leur diversité et aussi au sens figuré, pour faire voir la réalité pitoyable du monde. Le film décolle de celle-ci par des allégories. Le dictateur s'appelle Rana, la grenouille. Il a une dégaine de grenouille. Le président des États-Unis vient disputer en voisin et ami un match de tennis avec lui. Les peuples opprimés sont incarnés par des personnages agenouillés qui vérifient que leurs chaînes sont bien en place. Et le père que le fils recherche est dessinateur de BD contestataires, comme Hector Esterheld, disparu avec ses 4 filles pendant la dictature militaire. Déplacement, transposition, allégorie sont autant de chemins de traverse qui permettent un regard et qui permettent surtout d'avoir du champ. Diego Quemada Díez, dans La Jaula de Oro, qui a été traduit par Rêve d'or, mais qui signifie la cage dorée, opère lui aussi une distanciation du même ordre. Il fait prendre au spectateur conscience de la dureté des frontières physiques, par le caractère intangible des frontières symboliques. L'auteur propose un road trip. Il évoque l'immigration vers les États-Unis pour fuir la misère et le mépris. De jeunes mineurs tentent de passer les frontières pour accéder au rêve américain. À supposer qu'ils parviennent à leur fin
dans cet aventureux voyage, à supposer qu'ils franchissent les frontières factuelles des États-Unis. Ils ne peuvent, malgré leur cheminement, abolir les frontières symboliques que la société a établies entre eux, même s'ils sont compagnons de misère. L'adolescent qui n'est pas d'origine indienne, même s'il a été secouru par un adolescent indien, tentant lui aussi le passage, ne peut jamais parvenir à une authentique complicité. Ce qui laisse entendre que ceux qui, au nom du rêve américain, tentent d'entrer sur le territoire américain ne pourront jamais s'approprier l'univers américain. Mais le rêve américain n'est-il pas constitutif de la réalité des États-Unis? Tout regard n'est-il pas matériau de la dimension du monde sur laquelle il se pose? Alors la question que pose Véronique au terme de son intervention rencontre immanquablement les deux œuvres sur lesquelles je vous ai proposé de porter notre attention, mais sans doute pourrions-nous l'élargir à toute œuvre qui, par la stylisation du réel qu'elle opère, pose sur le monde un regard et même une vision. Le style, nous dit Proust, en effet, n'est pas une question de technique, c'est comme la couleur chez les peintres, une qualité de vision, la révélation de l'univers particulier que chacun voit et que ne voient pas les autres. Et d'ajouter que grâce aux œuvres, grâce à l'art, au lieu de voir un seul monde, le nôtre, nous le voyons se démultiplier, et autant qu'il y a d'artistes originaux, autant nous avons des mondes à notre disposition, plus différents les uns que les autres, que ceux qui roulent dans l'infini, et bien des siècles après qu'ait éteint le foyer dont il émanait, qu'il s'appela Rembrandt ou Vermeer, nous envoient encore leur rayon spécial. Ainsi, toute œuvre est mise en abîme du monde, peut-être parce que le monde, on le trouve un peu trop étroit, mais nous laisserons Julie et Alain ce dialogue à venir. Et le baroque aime cette idée que le monde puisse être trop étroit et qu'il faille le mettre en abîme, qu'il y ait besoin dans une œuvre de démultiplier un regard spécial, comme nous le dit Proust, pour les artistes originaux, et que toute œuvre porte en elle et nous renvoie de ce monde un regard dont nous devons être les lecteurs et les spectateurs pour faire de nous, à notre tour, des mondes éclairés par les œuvres, des mondes scrutant le monde, éclairant le monde, dans une forme de mise en abîme aux profondeurs insondables, comme si le monde ne se constituait que par le biais de regards, eux-mêmes de biais. C'est en tout cas ce qui apparaît à la lecture de La frontière de Quignard, pour qui il faut éviter le regard direct. Le regard oblique semble mieux épouser les courbes du monde, Einstein ne saurait dire le contraire, et l'œuvre, par ce regard oblique, mieux dire le monde et sa relativité générale. Le monde des songes et les visions nocturnes qui en sont les éclats participent de ce regard oblique. Le mari défunt et un cortège d'images de mort viennent peupler les rêves de Madame d'Oeiras, la honte, et lui chantent, comme les sirènes à Ulysse, des vérités que le monde réel a voulu taire, qu'elle n'a pas voulu voir. Elle n'a pas vu Jaume qui, à l'abri du buisson, l'observait, saisi par le désir, alors qu'elle avait remonté ses robes pour laisser paraître ses fesses fermes et robustes, dit le texte. Ce même Jaume demande à Madame d'Oeiras, devenue sa maîtresse, de se raser le pubis, de se faire tatouer le sexe, comme pour voiler ce qu'il y a à voir, pour détourner le regard de l'origine du monde en l'esthétisant, afin peut-être de mieux dompter la peur du désir, celui de la femme, dans ce qu'il aurait de plus organique. Dans un premier temps, Madame d'Oeiras refuse au prétexte qu'elle ne veut pas offrir à la vue d'un étranger, le tatoueur, son intimité qui trahirait sans doute son désir pour Jaume. Il y aurait là quelque chose d'obscène et pour dire d'immonde, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire à quoi le mundus a été retiré, mundus signifiant quelque chose de pur. Elle n'acceptera pas de se faire tatouer, sauf par ruse, ayant entre-temps eu la révélation de la mort de son mari piégé par Jaume.
Elle conviera alors Jaume, après s'être fait tatouer, à une mise en scène du spectacle de son intimité. J'ai préparé une mise en scène, peut-on lire chez Quignard, pour te donner à voir mon ventre. Mais elle drogue Jaume avant de lui dévoiler son sexe tatoué, avant de caresser le sexe de Jaume pour le faire grandir et mieux l'émasculer. Quignard, dans Le sexe et l'effroi, insiste sur le regard qui tue, par la fascination qu'il provoque et qui plonge dans le monde des enfers. Il est, écrit-il, interdit de regarder devant soi. Ce fut le cas de Persée, d'Actéon ou de Psyché. Il est interdit de regarder derrière soi, comme ce fut le cas pour Orphée. C'est le regard qu'évite la peinture romaine. Il faut éviter le regard direct, écrit-il à la page 280. Ainsi, pour percer à jour le monde, sans doute faut-il, comme Persée, ruser, éviter le regard de face, sidérant, celui de Méduse, qui pétrifie, qui tue, et adopter le regard courbe par le biais de l'œuvre qui seul peut faire écran. Mais que donne à voir du monde l'œuvre? Eh bien, si l'on en croit Calderon, que le monde est folie, et que c'est par le recours à l'illusion de l'œuvre qu'il peut devenir vivable. Si la vie est un songe, c'est qu'elle est un songe par nécessité ontologique, ou plutôt que le monde demande le recours du songe que l'on peut lire comme un artifice pour pouvoir être vu et pour pouvoir être vécu. L'œuvre est le biais nécessaire par lequel l'homme peut voir le monde et, ce faisant, savoir le monde, connaître le monde pour véritablement naître au monde. Certes, et Didier Soulier le souligne dans son ouvrage consacré à Calderon, la vie est un songe, interroge le théâtre, comme le fait Mayorga, dont nous parlera encore Erwan, sa capacité à dire le monde, sa cruauté, celle du langage, celle du spectacle, seule peut-être à même de nous révéler que non seulement la vie et le monde sont des illusions, mais qu'elles sont cruelles, parce que sans consistance, et qu'ils nous flattent de ces illusions. Assurément, le spectateur de Calderon ne peut quitter le théâtre intact, selon l'expression d'Antonin Artaud, dans un passage célèbre du Théâtre et son double, qu'il consacre à la cruauté. Cruauté qui agit, dit-il, aussi contre le spectateur et ne doit pas lui permettre de quitter le théâtre intact, mais lui-même épuisé, engagé, transformé peut-être. Cruauté métaphysique, en effet, quand l'œuvre théâtrale révèle à l'homme le caractère illusoire de la vie qu'il mène dans un monde sur lequel il n'a aucune prise. De fait, et Auerbach le montre dans le chapitre qu'il consacre à Cervantes dans son œuvre Mimesis, les actions ne produisent aucun effet sur l'ordre du monde. Au mieux, c'est dans l'ordre existant que l'on peut réussir ou s'égarer. La réalité du monde espagnol se compose en une série d'aventures oscillant entre faits et illusions sans que les fondements de la réalité du monde ne soient ni ébranlés ni touchés, puisque précisément la réalité du monde est d'être illusoire. Pour autant, ne savons-nous pas nous dire ébranlés par cette révélation de ce qu'est la vie, de ce qu'est le monde? Oui, le théâtre, Victor Hugo l'a dit, bien que lieu réel, n'est pas le pays du réel. Il y a des arbres en carton, des palais de toile, un ciel de haillons, des diamants de verre, de l'or, du clinquant, du phare sur la pêche, du rouge sur la joue, un soleil qui sort de dessus la terre. Mais c'est le pays du vrai. Il y a des cœurs humains sur scène, des cœurs humains dans les coulisses, des cœurs humains dans la salle. Et la vérité du spectacle théâtral, de la mise en scène qu'organise également Madame d'Oeiras face à Jaume, qu'elle entend fasciner tout autant que condamner, c'est que le surgissement phénoménal est dangereux, précisément parce que fascinant, mais qu'il est ce par quoi, en trompant les sens du spectateur, ce même spectateur, que c'est bien le monde qui nous égare. Mais pour le voir, pour le saisir, pour le savoir, il est nécessaire de ne pas regarder cette vérité de face, mais bien plutôt de biais. La dénonciation des illusions du monde en général
passe par le caractère factice de la représentation théâtrale, de la fiction romanesque, de l'anamorphose picturale chez un Velázquez, par exemple. Calderón, en effet, nous précise Souillet, peut-être à cause de son appartenance au mouvement franciscain, renforcé par une pratique religieuse d'obédience platonicienne, voit dans les choses matérielles un symbole des choses spirituelles. Or, la pensée symbolique consiste en la transfiguration du réel par le recours au symbole. L'œuvre est ainsi pensée comme une représentation concrète, la matérialisation, schéma en grec, d'un sens abstrait, d'une idée, eidos en grec, qui vient donner une forme, morphée, à la matière. Ou pour dire les choses autrement, le réel, le monde, ne se révèle que sous le prisme du symbole. Voilà donc l'œuvre, fiction romanesque, théâtrale, iconographique, investie en ce siècle d'or espagnol d'éclairer les rayons et les ombres du monde. L'œuvre est ainsi dotée d'une mission, d'autant plus essentielle qu'elle a à montrer de biais ce qui ne saurait se voir de face, ce qui ne peut être dit par le discours logique. L'œuvre est le symbole, par le biais de la fiction, du caractère factice de l'existence humaine, schéma de l'idée d'un monde qui, du théâtre à la forme, et du cinéma, les projets de réalisation. Œuvre. Le monde est fait de romans, de pièces de théâtre, de films. Quand Hannah Arendt, dans The Human Condition, dissocie la terre et le monde, elle fait de la terre un simple substrat, un simple support. Mais du monde, elle écrit qu'il est la résultante mouvante de toutes les constructions humaines, qu'elles soient purement mentales ou concrètement élaborées. Deux films de Carlos Saura, cinéaste espagnol, apparemment très dissemblables, Taxi, film de 1996, et Goya and Burdeos, Goya à Bordeaux, 1999, suggèrent par leurs personnages que les humains ne sont pas face à un monde objectif qui s'imposerait à eux et qu'ils se contenteraient de cueillir par leur déambulation, mais qu'ils en sont co-auteurs, que leur représentation, leur réalisation font du monde un monde constamment amené à se détotaliser et se retotaliser. Dans le film Taxi, l'appréhension de Madrid est faite de préjugés qui dessinent des marges, des exclusions, des territoires frappés de tabous. Une jeune fille, Paz, interrompt ses études. Son père, chauffeur de taxi, se charge de sa formation. Il garde les tournées de nuit. Elle se charge des tournées de jour. Puis, elle se met à soupçonner le pire. Rencontrant le fils d'une collègue de son père qui fait partie de la Familia, petit groupe de chauffeurs néo-franquistes qui opèrent la nuit et qui se retrouvent pour tuer les homosexuels, les drogués, les personnes de couleur. Un nom de code permet pour chacun des trois groupes de rameuter les exécuteurs. Pour les homosexuels, pescado, poisson. Pour les toxicomanes, carne, la viande. Pour les personnes de couleur, mierda, la merde. Paz, ayant éventé les activités des assassins, échappe de peu aux représailles et à la mort. Marianne Bloch-Robin, dans l'étude qu'elle consacre à la trilogie que Carlos Saura consacre à Madrid,
Los Golfos, Deprisa et Taxi, se penche sur son objectif initial, rendre compte de l'évolution politique des mondes, arrière-monde et marginalité à Madrid. Son relevé d'indices met en évidence que chacun des personnages projette devant lui les préjugés qui sont en lui. Je cite Marianne Bloch-Robin, « Dans le cinéma expressionniste, il existe un rapport étroit entre l'intériorité des personnages et l'espace dans lequel ils trouvent qui ils sont, qui est retravaillé dans un but expressif et en devient le prolongement dramatisé. Dans Taxi, le premier bâtiment madrilène que l'on voit est surplombé par des néons qui dessinent le nom de métropolis. La hiérarchie des humains, verticale, du métropolis de Fritz Lang, surhomme en haut, sous-homme, tout à fait en bas, ouvrier réduit au rang d'esclave ou même de rouage, et ici revisité par Carlos Saura, horizontalement, par des enclaves, des terrains vagues, des bars futuristes, hyper violents, où les néo-franquistes reprennent des forces avant de traquer leurs victimes. Dans le cinéma expressionniste, il existe un rapport étroit entre l'intériorité des personnages et l'espace dans lequel ils se meuvent, qui, retravaillé dans un but expressif, en devient le prolongement dramatisé. Marianne Bloch-Robin donne l'exemple que ce qui nous est montré du monde, lorsque l'un des exterminateurs Niño se retourne, provient de lui. Je cite, « Sa silhouette massive, vêtue de bleu, s'intègre parfaitement dans l'effrayante fresque colorée qui se trouve devant lui. En outre, les deux têtes de mort aux dents proéminentes semblent un double écho agrandi et monstrueux de son propre visage, déformé par la graisse. Il y a sans doute, Marianne Bloch-Robin rappelle que les œuvres de Goya ont régulièrement inspiré Saura, notamment les énigmatiques caprices. Il y a sans doute cet expressionnisme avant la lettre chez le peintre lui-même, Goya. On pourrait penser à la lithographie, le sommeil de la raison engendre des monstres, qui relèvent de ce même schéma qui sera manifesté dans Taxi, puisque celui qui est pris dans les affres du cauchemar est entouré d'oiseaux de nuit qui deviennent non seulement son monde, mais aussi le nôtre. Carlos Saura, dans Goya and Boteos de 1999, fait intervenir le même procédé. L'acteur, Francisco Rabal, incarne Francisco de Goya, octogénaire, en exil à Bordeaux, avec sa dernière maîtresse. Il se remémore pour sa fille Rosario sa jeunesse à la cour et ses amours avec la duchesse d'Albe. Et l'on comprend alors que ces années ont fait œuvre, ont fait monde. Les réminiscences de Goya sont ces tableaux, qu'il s'agisse de ses odalisques, Vénus, Mara Vestida, Mara Desnuda ou de Las Meninas. Et l'on saisit aussi, chemin faisant, que Saura ajoute au monde, par son film, sa propre contemplation des tableaux de Goya. En conclusion, le monde est-il fait de nos regards? Au début du mépris, Jean-Luc Godard fait une méprise. Il attribue à Hervé Bazin la phrase de Michel Mourlet qu'il met en exergue.
le cinéma substitue à nos regards un monde qui s'accorde à nos désirs. Cette phrase se référait initialement à un cinéma idéalisé, héroïsé, censé masquer les scories du monde. Mais le monde, comme le cinéma, est fait de nos songes, de nos voyages et de nos œuvres. Nous vous remercions de votre attention et nous sommes ouverts à vos questions. Je ne vais pas le faire rentrer, c'est les rentrées des autres aussi. On peut voir des questions. Sur le côté droit. D'accord. Alors, là, je ne vois pas. Non, je ne vois pas de questions là. Pas de question. Des questions peut-être dans la salle? Il y a une question dans la salle. Très bien. C'est pas tout à fait une question, c'est une remarque et peut-être un prolongement de choses que vous avez dites. Oui. Il ne faut pas hésiter à parler fort pour que ce soit entendu. Oui, donc j'ai été très intéressée par la remarque sur le regard oblique qui permet d'accéder finalement au monde beaucoup mieux que le regard droit. Et notamment, je réfléchissais au fait que la caméra oscura, le procédé ancien au XVIIe siècle, faisait en sorte qu'on voyait la réalité d'abord dans un premier écran qui ensuite était relancé à l'envers sur un autre, c'est-à-dire que c'était déjà de biais. Il y a un miroir qui est posé en diagonale dans la caméra oscura et l'expression que tu utilises, Frédéric, de biais, elle est intéressante parce que moi, je m'intéresse à la couture et quand on prend le tissu de biais, eh bien, il a une souplesse que n'a pas le tissu lorsqu'on le prend dans le droit fil. Oui. Et peut-être que c'est ça aussi qu'introduit l'œuvre, c'est que comme elle prend les choses de biais, elle arrive à introduire davantage de souplesse que ne le fait peut-être le regard droit de la science ou de la logique, parce qu'elle ose le distordre aussi, ce réel, le penser à travers un regard qui n'en saisit que quelques aspects de biais. Donc. Et je pense que la mimésis, puisque au fond on vient de défendre la réalité comme songe, n'est plus à condamner parce que elle dit mieux le monde en tant qu'il est apparent et songe. On ne peut plus la condamner comme le faisait Platon par exemple, parce qu'elle est peut-être le meilleur moyen d'accéder à cette vue de biais. J'ai apprécié également, je voudrais rebondir là-dessus, l'opposition entre le regard qui est la vue de face et le regard qui est indirect. Parce qu'on disait dans le néoplatonisme que Dieu, c'était précisément la réalité qui aveuglait le regard. On ne peut pas regarder Dieu en face, on ne peut pas regarder la mort en face. C'est pour ça qu'Orphée rate, bien sûr, cet objet de la mort. On ne peut pas regarder la mort en face. Et peut-être que parce qu'on ne peut pas regarder la clarté absolue, ni l'absolue obscurité, c'est peut-être pour ça qu'on a besoin de la peinture en clair-obscur du baroque, ou qu'on a besoin du cinéma. Parce que le cinéma, c'est vraiment l'articulation entre la lumière et l'obscurité. C'est la coïncidence de ces deux éléments. On ne peut pas voir l'un ou l'autre en face, mais par contre, on ne voit qu'à travers le contraste. Et c'est peut-être ça que le cinéma et que la peinture baroque nous apprennent. Une remarque aussi, alors, parce que du coup, ça m'a permis de me remémorer une autre pièce de théâtre espagnol extrêmement connue dans la culture hispanique, qui est Luces de Bohemia de Valle Inclán. C'est Lumière de Bohème de Valle Inclán, puisqu'on parlait, quand on pouvait voir le monde, le mieux pour voir le monde, c'était le voir de biais. Oui. Or, Valle Inclán, début XXe siècle, c'est 1920, je crois, la date de publication de cette œuvre-là, pièce de théâtre, dit qu'on ne peut voir le monde qu'à travers. C'est combien? Tu sais peut-être. D'accord. C'est qu'on ne peut voir le monde qu'à travers un miroir déformé concave, puisque le monde est déformé tel qu'on le voit, il n'est pas net.
Il joue bien sûr sur les différentes significations il n'est pas net, il n'est pas clair, il est déformé. Et pour pouvoir bien le voir, ce monde-là, on ne peut le voir que si on regarde le monde à travers un miroir concave qui va redéformer à nouveau. Et c'est en redéformant que l'on pourra avoir une vision bonne du monde. Donc ça rejoindrait cette vision oblique. Ah oui, je ne sais pas prononcer le mot, c'est ce qu'on appelle en espagnol l'esperpento, l'esperpentisme. Voilà, et c'est très lié particulière de grotesque. Voilà, c'est le grotesque déformé qui s'inspire d'ailleurs de Goya. Il s'inspire lui-même de Goya, du grotesque déformé, ou qui déforme. En tout cas, cette question du regard oblique, elle est très intéressante et on va la retrouver au théâtre aussi. J'en parlerai tout à l'heure, la théâtralité elliptique de Formayola. Tout ce que vous avez dit, ça fait écho beaucoup à question. S'il y a des questions, je crois que ça bouge. Moi, j'avais peut-être juste une question aussi. Je ne sais pas exactement pour Véronique. Non, je ne crois pas. Non. Oui, pardon. À un moment donné, tu analyses, je crois que c'est une citation de Barthes. Tu parles de deux. En sortant du cinéma de Barthes. De deux corps narcissiques et corps pervers. Oui. Tu peux revenir sur le. Oui, bien sûr. Le corps pervers, je n'ai pas très bien compris en fait. Alors, je me réfère à la citation elle-même. Ce qu'il appelle le corps pervers, c'est un corps qui jouit de la distance. Et c'est pour ça qu'il dit que c'est un rapport amoureux et que aller au cinéma, qui met dans cet état d'hypnose, c'est jouir de cet écart. Donc pervers au sens où le pervers se réjouit de la négation. Est-ce qu'il y a des questions? Tu veux faire aussi une dimension politique. On l'a entendu surtout avec les œuvres de cinéma. Ça amène aussi à une dimension politique. Oui, totalement. On a beaucoup parlé, bien sûr. Les cinéastes argentins et mexicains que tu as analysés, on voit bien derrière toute la critique aussi politique qui est faite par rapport et toute la prise de risque, etc. Et j'imagine que cet après-midi, on va aussi glisser peut-être vers la politique, mais bravo pour votre conférence à deux voix qui était très longue. Vraiment. Merci au public. Merci à vous. J'ai encore une petite question. Je me demandais, puisqu'on disait que le discours logique ou scientifique n'était pas de biais, est-ce que tout discours n'est pas foncièrement de biais? C'est-à-dire que cette prétention qu'a parfois la science à dire ou à croire dire le réel est un fantasme absolu. Ça reste du discours et ça reste un discours de biais. Si bien qu'il y a plus de parenté entre le discours scientifique et le discours poétique que les scientifiques l'admettent, je crois, eux-mêmes. Dès que c'est du Lacan, en fait. Dès que le langage apparaît, le sujet est barré. Voilà. Et avec quelque chose d'intéressant sur la remarque que tu faisais sur la couture, parce qu'il ne faut vraiment pas oublier que ce soit la littérature, que ce soit les scripts, que ce soit… C'est un texte, et que le texte, c'est textus en latin, et c'est le tissu, et voilà, et on tire dessus, il faut savoir le prendre par le bon bout pour pouvoir… Et vous aviez dit à un moment donné que les mondanités, enfin la cour, c'était le lieu où on se perdait justement. Mais c'est aussi un lieu qui est clinquant, c'est-à-dire, c'est un terme que tu as utilisé, Frédéric. Et le clinquant, c'est précisément ce qui donne l'illusion de la clarté. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis aveuglée parce que je vois, oh là là, tout est beau, tout est doré dans les mondanités. Et je crois là avoir une éclaircie sur le monde, sur le vrai monde. Et puis je réalise que tout ça, en fait, comme c'est du clinquant, c'est-à-dire une fausse clarté. La vraie clarté, elle est du côté de la vérité. La jaula de oro, oui. Voilà. Et il y a peut-être un lien à faire avec justement la notion de divertissement, parce que si le regard est attiré par des choses clinquantes, c'est que ce regard est détourné aussi de quelque chose qui pourrait au contraire le convertir vers du réel aveuglant. Et en même temps que Pascal le dit, le divertissement est une chose absolument nécessaire. Parce qu'un roi sans divertissement est un homme plein de misère. Oui, bien sûr. Très bien. Merci.